Alors, vous m'entendez, oui, c'est bon? Bienvenue à ce premier colloque, donc organisé par le mouvement citoyen Le Rivone Haréli francophone et par la DFI, dont Uri Weber vous dira quelques mots tout à l'heure. Je vais vous parler en fait de Rivone. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble à l'avenir d'Israël après ces 2 années de guerre et d'anxiété. La salle est presque comble, nous avons même dû organiser un Zoom. C'est dire que le sujet nous concerne tous. Je voudrais remercier chaleureusement nos orateurs, que Michel Benamou, notre modérateur de ce soir, vous présentera, mais aussi la présence ce soir de Claude Breitman, président du Collège académique de Netanya, Valérie Saül et Emmanuel Haddad du groupe Basel qui a organisé les 12 heures pour Israël, que je salue, David Ancry de Smart Clita et Dani Chena de Rivone Haréli National. Mais aussi de Daphna Poznansky, présidente de la DFI, et Caroline Gazan, députée des Français de l'étranger, qui nous suivent par Zoom. Pour ceux qui découvrent le Rivone Haréli, voici le credo en quelques mots. Au cours de ces 2 dernières années, chaque Israélien a su comprendre qui étaient ses véritables ennemis et a pu en tirer une conclusion logique. Nous devons nous unir et non nous combattre. Nos ennemis ont su profiter de nos divisions. Des divisions que les partis politiques et les médias ont malheureusement alimentées. Être du Rivone, c'est comprendre qu'aucun citoyen d'Israël n'est un ennemi. Nous sommes tous des partenaires. Être du Rivone, c'est savoir que tous les segments de la société composent cet ensemble qu'est l'État d'Israël. Être du Rivone, c'est prôner l'union dans la diversité, réunir Chilonim et Datim, droite et gauche, juifs et arabes, druzes, chrétiens, chercher ce qui nous unit et non ce qui nous sépare. Comment? En apprenant à écouter celui qui pense différemment, en ne cherchant pas à le convaincre, mais en dialoguant avec lui pour chercher ensemble des solutions acceptables pour tous. Le Rivone Haréli rassemble en son sein des gens très différents, mais qui ont en commun d'être prêts à dépasser leurs divergences pour se mettre au service de l'intérêt général. Être du Rivone, c'est croire qu'après ce qui est arrivé, nous sommes capables de ce changement de paradigme, capables de passer de la polarisation à la recherche de l'intérêt général et d'agir ainsi positivement sur la société israélienne. Écoutons maintenant nos invités dialoguer ensemble, c'est presque tous là, sur les priorités pour l'avenir de l'État d'Israël. Je repasse Philippe. Alors, d'accord, je remercie bien sûr nos invités de nous avoir rejoints. Donc, de droite à gauche, Gabriel. Non, ça c'est la gauche. Ce soir, les mots ont leur importance. Donc, de droite à gauche, Gabriel Lévy, que vous connaissez tous, enfin que beaucoup connaissent, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, Maurice Yvergan et Richard Darmon. Donc la première intervention, c'est Maurice Yvergan qui va nous la proposer. Emmanuel Navon arrive, il a eu un problème d'embouteillage, mais il nous rejoint dans la demi-heure. Donc Maurice Yvergan, eh ben, on le connaît tous, parce que plus ou moins tous on suit sur I24 ses interventions depuis de nombreuses années, et on l'identifie tous un petit peu de la même manière, parce que Maurice Yvergan, d'abord, c'est une voix qu'on reconnaît, qu'on identifie quand on a la tête tournée et que c'est Maurice qui parle, on reconnaît sa voix calme, habillée en même temps par la raison et par la passion. Et on aime bien entendre ces interventions qui sont toujours éclairées et qui sont toujours équilibrées. Et j'aime ces interventions parce qu'elles se font toujours après une réflexion, après avoir écouté les différentes personnes qui sont, quand il s'agit d'un débat, les personnes qui sont présentes. Et on a vraiment l'impression que sa réaction est justement pas une réaction, mais une réflexion qu'il donne, une réflexion posée. Et donc ce soir, je vais lui donner tout de suite la parole pour qu'il nous
parle ce soir de, je ne sais pas comment le dire, des priorités pour Israël, peut-être, Alors, vous avez dû... Donc, on m'a demandé d'assurer la présence féminine dans cette soirée. Merci, Michel. Vous avez dû donc tous recevoir un petit carnet avec un crayon, ou une feuille de papier dont vous n'avez pas forcément compris l'utilité. Alors, je vais réexpliquer, parce que je n'ai pas dû être claire au moment de l'introduction. Donc, chacun des intervenants, dans le cadre en fait de la réunion, va exposer 2 sujets de son choix. Et chacun des sujets va être en fait discuté par les 3 autres intervenants, toujours dans une liberté, dans un consensus, dans un esprit de dialogue et dans une absence de bipolarisation. Ce que nous avons imaginé, c'est vous faire travailler, c'est-à-dire outre que vous avez payé 40 shekels, il va falloir aussi travailler, et en fait l'idée est la suivante. Chacun des 8 sujets, nous aimerions que vous puissiez exprimer donc sur ce petit carnet ce que vous en avez compris, comment vous pouvez le résumer d'une manière consensuelle, si vous en avez envie ou si vous n'en avez pas envie, ou si vous avez envie d'exprimer quelque chose de très très différent. Et ensuite, de marquer sur ce petit carnet que nous aurons la chance de ramasser à la fin, donc on ramasse les copies à la fin, de mettre en fait, si vous avez envie de faire partie d'un groupe de discussion sur un des sujets particuliers, avec bien entendu vos coordonnées. Merci. Bon, alors, merci d'abord de m'avoir invité. Et je voudrais remercier tout d'abord Uri Weber, parce que ce que je vais dire ce soir, c'est un peu grâce à lui. C'est lui qui m'a mis le nez dans une étude qui s'appelle Yahadout israélite, et je l'ai lu en long, en large et en travers. Ça me travaille depuis presque 2 mois. C'est lui qui m'a conseillé de lire ce livre. Je ne sais pas s'il l'a lu. Moi, je vous conseille à tous de le lire, mais le problème, c'est qu'il est en hébreu. Donc, pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, vous allez avoir la chance d'avoir un résumé aujourd'hui en 8 minutes. Je dis que le bouquin, il fait quand même 250 pages, 8 minutes. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit à propos de la voix, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas une vedette de télé, puisque j'ai commencé il y a à peu près 40 ans à travailler à la radio israélienne, l'Israël en français. J'étais la voix d'Israël émettant de Jérusalem pendant 27 ans, et les gens me reconnaissaient dans la rue par la voix, pas par l'image, parce qu'il n'y avait pas encore d'image. Donc merci de cette référence à la voix. Maintenant, je vais me lever parce que j'ai besoin d'être debout. Je vais vous déranger. Ok. Alors, je voudrais quand même préciser que les 8 minutes commencent maintenant. Précis. Hein. Voilà. 2 ans qu'on a vécu dans une tension extrême, dans beaucoup de difficultés. Et pour moi, ces 2 ans, ça n'a pas commencé il y a 2 ans, ça a commencé même il y a 2 ans avant, et ça a même commencé avec le Covid. Donc c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire de disputes, de haine, d'angoisse. Je fais partie de ceux qui ont vécu la prière de Kippour, place Dizengoff, en 2023, avec un traumatisme énorme. Pour la première fois, on a vu les Juifs se bagarrer à Kippour. Ça veut pas dire qu'on s'aime tous, mais arriver aux mains, c'était terrible. Et donc, j'ai toujours été tenté de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qui nous arrive. Et cette étude dont je vais vous parler peut nous aider à comprendre. Je ne dis pas que c'est la réponse totale et intégrale à toutes les questions qu'on se pose, mais ça peut nous aider. Alors, la question que moi j'essaie de comprendre, c'est dans quelle société on vit. En gros, je vous dis la question plus simplement, qui sommes-nous? Nous, ici, vous êtes qui? Et pour savoir qui on est, je me suis rapporté à des études. Alors, il n'y a pas 36 études sur la société israélienne.
J'ai commencé par l'étude, par le discours de Reuven Rivlin de 2015, qui était alors président de l'État, et qui avait fait son fameux discours sur les 4 tribus d'Israël. Un discours qui a marqué tout le monde, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se réfèrent à ces 4 tribus, qui disent, ah ben moi, je fais partie de la tribu laïque, ou de la tribu religieuse, ou de la tribu arabe, ou de la tribu des juifs qu'on ne sait pas classer. Bref, donc je me suis posé la question, mais d'où il a sorti cette idée de tribu? Et j'ai cherché, parce qu'à part le discours, on a du mal à trouver les références. Et bien, figurez-vous que les références, elles se trouvent dans un rapport de l'Éducation nationale de 1998, où l'Éducation nationale avait classé les élèves d'école primaire en 4 groupes. Premier groupe, les laïcs. Deuxième groupe, les religieux, les orthodoxes, et enfin les arabes. Et alors, ce qui est stupéfiant, c'est qu'en 1990, il y avait 52% de personnes, de jeunes, d'enfants, qui étaient dans le système, ce qu'on appelle, nous ici, Mamlarti, dans le système laïque israélien. Il y avait 16% des enfants qui étaient dans un système Mamlarti Dati, laïque religieux, ça fait bizarre, mais national religieux, je ne sais pas comment l'appeler. Il y avait 9% dans un système scolaire orthodoxe et 23% dans un système scolaire arabe. Voilà, c'était les chiffres. Et là-dessus a été construite cette idée de tribu. Le ministère de l'Éducation ne s'est pas contenté de donner ces chiffres de 90, il a fait des projections jusqu'en 2018. Quelle va être l'image de la société israélienne, ou du moins des classes du primaire israélien en 2018, et là tout change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 52% d'enfants scolarisés dans le laïc, en 2018, on n'en avait plus que 38%. Dans le religieux, 16%, 15%, c'est resté à peu près stable. Chez les Arabes israéliens, 23%, 25%, là aussi, ça reste stable. Et ce qui a fait dresser les cheveux de Reuven Rivlin, c'est le système scolaire des orthodoxes qui est censé passer de 9% à 22%. Et donc, ça a beaucoup inquiété l'establishment israélien en disant on va vers une théocratie. Parce que si on multiplie par 2 pratiquement en 30 ans, alors dans les 30 prochaines années, on va arriver à la majorité dans le système orthodoxe. Et je vais vous lire d'ailleurs j'ai retranscrit un morceau d'interview donné par le prix Nobel d'économie il y a quelques jours. Et je vais vous le lire et vous allez voir qu'est-ce que ce concept de tribu a provoqué chez les gens. Alors attendez 2 secondes, je vais vous mon téléphone et vous allez entendre monsieur le professeur Joël Mokir, prix Nobel d'économie 2025. L'interview a été accordée à la radio 103 FM le 16 octobre 25. C'est-à-dire vraiment, c'est tout récent. Je vous lis, c'est traduit. Je suis inquiet. Les chiffres sont très inquiétants. Si l'on considère ce qu'écrivent les économistes et les démographes israéliens, il est évident qu'il n'y a aucun moyen de stopper la tendance. S'il n'y a pas de changement dans le secteur orthodoxe qui permette de les faire entrer dans le XXIe siècle et de leur faire comprendre que sans l'étude des matières de base, une société moderne ne peut fonctionner et dans 30 ou 40 ans, Israël sera un État théocratique, un pays qui retournera au Moyen-Âge, et cela m'inquiète énormément. Israël a été créé comme un État éclairé, laïque et progressiste. Aujourd'hui, ces idées ne vont plus de soi. Voilà, c'était il y a quelques jours, et je me suis dit, mince, prix Nobel d'économie. Et sur quoi il se base pour dire une chose pareille? Que dans 40 ans, on vivra dans une théocratie, et il se base sur ça, sur cette notion de tribu, qui est à mon point de vue, un vrai scandale. C'est-à-dire qu'on enferme les gens dans un système qui se reproduit par lui-même, et il n'y a pas de mouvement social, il n'y a pas moyen d'en sortir. Celui qui est dans le Mamlarti Dati reste Mamlarti Dati, reste religieux, celui qui est dans le laïque reste laïque, et je ne parle pas des orthodoxes et des arabes. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut aller voir ailleurs. Et je suis allé voir au bureau israélien, au bureau central des statistiques israéliennes, qu'est-ce qu'on en dit? Et là, la définition
de l'appartenance, elle ne se fait pas par tribal. Les statistiques israéliennes ne connaissent pas une définition par tribu. On ne demande pas aux gens de quelle tribu vous êtes. Par contre, on leur demande une autodéfinition. On leur dit comment vous définissez-vous religieusement ou en tant que juif. Et les réponses, là, vous allez voir, c'est surprenant, ça date de 2020. Laïque, 45%. Traditionnaliste, 33%. Religieux, 11,8%. Et orthodoxe, en gros, 10%. Vous voyez que les chiffres ne sont pas pareils. En 2020, on n'en est pas encore à 30% d'orthodoxes. C'est beaucoup plus pondéré. Et l'idée, c'est que on demande aux gens de s'exprimer sur leur identité israélienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères. On ne sait pas celui qui a dit traditionnaliste, qu'est-ce qu'il entendait par là. On ne sait pas. Mais ça donne au moins une indication sur le fait que l'idée de Rivlin était totalement naze, excusez-moi du terme, et qu'on est loin d'arriver à une théocratie. Ça ne me suffit pas. Et donc j'ai lu le fameux bouquin que Uri m'a conseillé de lire. Et là, vous rendez compte que on assiste à quelque chose de différent. Ça s'appelle Yahadout Israélite. Ça a été fait, l'enquête a été faite en 2018 à partir de 70 questions comportementales. On a demandé aux gens pas comment ils se définissent, mais qu'est-ce qu'ils font dans 70 occasions, et 3000 personnes. Ça veut dire que c'est quand même une étude qui repose sur un échantillon assez vaste de la société israélienne. Je dois dire tout de suite, pour vous mettre au clair, il ne s'agit que des Juifs. C'est-à-dire que pour une fois, les Arabes ont été mis de côté. Personne n'a trouvé à redire, parce que c'est intéressant de savoir qui on est avant de savoir qui est l'ensemble de la population. Et là, vous allez voir, les chiffres, c'est effarant. Effarant, parce que ça n'a rien à voir avec le Bureau central des statistiques, je vous rappelle, qui est par autodéfinition, et la définition tribale de M. Rivlin, qui est du n'importe quoi. Alors, si on tient compte maintenant de cette enquête qui a été faite par deux sociologues israéliens, qui s'appellent Rosner et Fuchs, on découvre que les laïcs sont 29% de la population. Allez, je vais vous le marquer, comme ça vous allez voir. Laïcs, 29% de la population. C'était en 2018-2020 parce que ça a été réactualisé. Les traditionnalistes, alors là c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'on ne sait pas jusque maintenant qu'est-ce que c'est que traditionnaliste, on va le savoir après, tout à l'heure je vais vous le dire. Mais en gros, il y a les traditionnalistes, les laïcs traditionnalistes, qui représentent 21% de la population. Les traditionnalistes qui représentent, je n'ai pas tous les chiffres en tête, 20%, et les traditionnalistes, disons les religieux libéraux, qui représentent 8%. Voilà, ça c'est traditionnaliste, ça veut dire qu'au total, ça fait 49% de la population israélienne. Et nous avons ensuite les religieux, 10%, et les orthodoxes, qui n'ont pas augmenté, qui sont 16% de la population israélienne. Voilà, ça c'est une image sociologique qui a été établie sur les comportements. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces comportements? Alors on va en parler maintenant de ces comportements, et ça va vous définir qu'est-ce que c'est qu'un laïc, qu'est-ce que c'est qu'un traditionnaliste, qu'est-ce que c'est qu'un religieux, un orthodoxe. Orthodoxe, je n'ai pas besoin de vous décrire, il suffit de regarder les habits, vous aurez tout de suite compris. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un religieux? Un religieux, ben, c'est la petite qui passe au gars, c'est l'éducation sioniste religieuse, c'est les écoles mamlarti-dati, c'est un univers qui est considéré comme religieux. Traditionnaliste, on va voir tout de suite, et laïque, c'est des gens qui vous disent, eh ben, écoutez, voilà, c'est très simple, moi, je ne mets pas le drapeau d'Israël à ma fenêtre à Yom Ha'atzmaut. Je ne crois pas en Dieu. Je considère que le nouvel an civil, c'est le nouvel an, pas Rosh Hashanah. Ça, ce sont les laïcs. Les traditionnalistes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en gros, en deux mots, les traditionnalistes, ce sont ceux qui font Shabbat, le Kiddush, ils ne font pas Shabbat, excusez-moi, je corrige, qui font le Kiddush le vendredi soir, qui regardent les informations après,
qui le samedi vont à la plage en voiture ou n'y vont pas. À ce propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Quand mes enfants étaient à l'école religieuse, c'était une école Mamlati à Jérusalem, et le dimanche matin, la Mora, la prof, avait coutume de demander aux enfants « Qu'est-ce que vous avez fait Shabbat ?» Alors vous imaginez les réponses, c'était très facile. Ben, on est allé à la synagogue, on a mangé chez un tel, on a été prier là-bas, on a été se promener, blablabla, blablabla. C'était toujours la même chose, jusqu'au moment où une petite fille a dit « Nous, on est allé à la plage ». Ça a été le scandale dans la classe. Les enfants ont dit « Ah, pas possible, qu'est-ce que tu fais là? C'est une école religieuse. » Et elle a dit « Mais on est allé à la plage, alors hein ?» Et la prof a tenté de calmer les jeux, et la petite fille, pour, je sais pas, ou justifier ou s'excuser, a dit « Oui, mais une fois qu'on était dans la voiture, on a fait le Birkat Aderet. » C'est pas rigolo. C'est ça. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un traditionnaliste. C'est ça, en gros, c'est ça. Et ce qui m'a intéressé par rapport à l'avenir d'Israël, c'est que ces traditionnalistes, c'est le langage du compromis permanent. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque, parce qu'on ne sait pas faire de compromis dans ce pays. Ou on est religieux, ou on est laïque, ou on est orthodoxe, ou on est arabe, mais on ne navigue pas entre différentes identités. Impossible. Il faut être dans une case. Alors ce qui est encore plus intéressant, et alors là passionnant, vous allez voir, c'est que les deux sociologues ont cartographié la population israélienne. À partir des 70 questions qui ont été posées, ils ont réussi à faire une cartographie en deux axes. Un premier axe et un second axe. Ce premier axe, c'est plus de tradition. Et celui-là, c'est moins de tradition. J'écris mal parce que normalement, il faut qu'il regarde. Tradition, moins. C'est-à-dire qu'on fait moins de tradition, mais on fait plus de tradition. Cet axe-là, c'est plus, alors en hébreu, c'est léomanie. En français, c'est pas beau de dire plus nationaliste, parce que c'est pas tout à fait ça. Plus patriote, moins patriote. Patriote. Et vous avez compris que là-bas, ça va être plus patriote. Et donc, ils ont réussi à établir une cartographie des Israéliens sur cet axe-là. L'axe-là, et cet axe, il est comme ça. J'ai noté les questions. Plus patriote ici, en gros, c'est la question. Pour être un bon juif, il faut servir à Tsahal. On est là. Pour être un bon juif, il faut mettre des drapeaux à la maison à Yom Ha'atzmaut. On est là. Tradition. Excusez-moi, patriote. Je me trompe. Moins patriote, ce côté-là, pas debout pour la sirène de Yom HaZikaron. On considère qu'il n'y a pas besoin de rester 2 minutes debout à ronchonner. Et Israël est l'État de tous ses citoyens. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi. Il n'y a pas de différence entre juifs, arabes, religieux, orthodoxes ou que ce que vous voulez. Traditionnaliste, je me suis frayé tout à l'heure, je me suis trompé, c'est on fait le kiddush à Shabbat et on respecte les traditions et les coutumes. Il faudra amener un mot des parents. Moins traditionnaliste, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que le Nouvel An, c'est le Nouvel An civil, et pas question d'être enterré dans un cimetière juif, on veut un enterrement laïque, à part. Ça, c'est les 4 données qui ont permis de classer les Israéliens selon M. Rosner et Fuchs. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a une population ici qu'ils appellent les universalistes. Liste. Voilà. Ce sont des gens, donc vous avez compris, qui ne se lèvent pas à la sirène et qui veulent être enterrés civilement et qui considèrent que le jour de l'an, c'est le jour de l'an et c'est pas Rosh Hashanah. Et ces gens-là représentent 13% de la population israélienne. Voilà. Universaliste. Il y a une deuxième population qui se trouve ici, qui est très patriote. Là, très patriote,
qui est moins proche des traditions et qui représente 15% de la population israélienne, et que les auteurs de cet ouvrage ont appelé les Israéliens, tout simplement. Alors eux, ils mettent le petit drapeau bleu-blanc à Yom Ha'atzmaut, mais disons qu'ils ne font pas le kidouche le vendredi soir, et ils considèrent que toutes les coutumes et traditions, c'est un peu vieux jeu. Il y a une population ici que vous devez comprendre immédiatement qui elle est, hyper traditionnaliste et pas trop patriote, que nos auteurs appellent les juifs, tout simplement. Ces juifs-là représentent 17% de la population. Et finalement, c'est là où je voulais en venir, le point, la cerise, ici il y a une population que les auteurs de l'enquête ont appelée du judaïsme israélien, des juifs israéliens si vous voulez, juifs israéliens, qui représentent alors, ah oui, c'est combien? 55% de la population. Ces gens-là font le kidouche le Shabbat, regardent la télévision le Shabbat, prennent la voiture, sont favorables aux autobus, aux transports publics le Shabbat, n'ont aucun problème à aller traîner dans des centres commerciaux et font Rosh Hashanah, Kippour, tout ce que vous voulez. J'ai la liste avec les pourcentages si vous voulez. Voilà, ça c'est grosso modo, c'est la population israélienne selon M. Rosner et Fuchs. Ce qui est intéressant, vous l'avez tout de suite compris, c'est que la majorité des Israéliens, eh ben, ils sont traditionnalistes, parce que nous on sait ce que ça veut dire traditionnaliste concernant les juifs français, on comprend tout de suite. En Israël c'est moins évident quand on leur dit traditionnisme massorati, quoique c'est un courant du judaïsme qui vient des États-Unis. Ils ont aussi... Ouais, je fais vite. Ils ont ensuite, nos deux sociologues ne se sont pas contentés de vous mettre ce tableau croisé. Ils ont essayé de placer la population sur ce tableau. Parce que, je vous l'avoue, ici, il n'y a pratiquement personne. Là, il n'y a pratiquement personne. Et bon, ça marche pour tout le reste. Alors, où se trouve la population israélienne? Eh bien, la population israélienne, elle se trouve là. Voilà, en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, on a des universalistes, bon, ils ne croient pas en Dieu, ils veulent faire le nouvel an laïque, ils sont tranquilles, ils ont bonne conscience, ils sont juifs, non, ils sont universalistes, c'est-à-dire que pour eux, les valeurs universelles priment sur les valeurs juives et les coutumes. Là, les orthodoxes, je n'ai pas besoin de vous décrire, vous connaissez, les Israéliens, je me suis longtemps posé la question, qui étaient ces Israéliens? Qui sont très patriotes, moins traditionnalistes. À lire l'étude en sens, dans tous les sens, je suis arrivé à la conclusion que ça ressemble fortement, et je vais finir très vite, ça ressemble fortement aux juifs originaires des pays soviétiques ou des pays de l'Est. C'est-à-dire qu'ils sont venus ici en tant que sionistes, ils sont extrêmement patriotes, ils mettent le drapeau, ils se tiennent debout pour Yom HaZikaron, mais ne leur demandez pas de respecter toutes les traditions. Et cela, vous l'avez compris, c'est très simple, c'est vous. Et mon problème à moi, par rapport à ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas parler cette langue-là. On ne sait pas parler la langue traditionnaliste dans ce pays. Le débat entre les gens ici, il est monopolisé par deux groupes. Les laïcs face aux orthodoxes ou religieux. C'est-à-dire que si vous ouvrez les médias israéliens, et moi compris, vous allez voir qu'on vous parle de la conscription des ultra-orthodoxes face aux laïcs qui veulent absolument effacer tout caractère religieux, tout caractère d'un État juif, et c'est eux qui monopolisent le débat. Ces gens-là, vous ne les entendrez pas. Vous ne les entendrez pas dire « Attendez, on n'est pas d'accord, on ne se reconnaît pas dans ce débat-là », même si c'est justifié d'envoyer les orthodoxes à l'armée aujourd'hui. Mais on ne les entend pas. Pour quelle raison on ne les entend pas? Je finirai là-dessus. Parce qu'ils refusent de se comporter en termes de tribus. Ils ne veulent pas obtenir de budget d'État parce qu'on est traditionnaliste, alors on a besoin d'un réseau scolaire, on a besoin de partis politiques, on a besoin... Non, ils sont les rois du compromis. Ça veut dire que si vous voulez pouvoir avoir une vie de famille, et qu'une partie de vos enfants sont religieux, les autres ne sont pas religieux, vous voulez les inviter à Shabbat pour faire le kidouche en famille, si vous n'êtes pas en faveur de compromis, alors personne ne vient à la maison.
pour pouvoir avoir les enfants à la maison, bah, ils disent, ah bah, écoutez, venez en bagnole, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est qu'on fasse le qui-douche. Et c'est ça l'idée de faire en permanence des compromis et de parler cette langue-là du compromis. Et je vous invite à les faire comme moi.